Bonjour, dans les cours de l'anatomie de l'appareil respiratoire, aujourd'hui on va voir les fosses nasales et les sinus paranasaux. Voici les objectifs à retenir dans ce chapitre. On doit connaître la topographie des fosses nasales et des sinus paranasaux et comprendre la vascularisation et l'innervation. Le plan du cours comprend une introduction, situation, l'anatomie descriptive. Dans l'anatomie descriptive, on va voir les parois, les orifices et la muqueuse. Puis on va parler de la vascularisation, l'innervation, et puis on va voir les sinus paranasaux. Dans les sinus paranasaux, on va voir le labyrinthe ethmoïdal, les sinus de la face, et on terminera par une conclusion. Introduction. Les fosses nasales sont le segment initial des voies respiratoires supérieures. En effet, ce sont deux longs couloirs sagittaux creusés dans la partie supérieure du massif facial. Ils ont un double rôle. Un rôle respiratoire, c'est une zone de filtration et de réchauffement de l'air, et ils jouent un rôle dans l'olfaction. En effet, les récepteurs de l'olfaction sont situés au niveau de la région olfactive de la muqueuse nasale. Situation. Les fosses nasales sont situées au centre de la face. Voici les fosses nasales. Sous la base du crâne, au-dessus de la cavité orale, en dedans des deux orbites et des sinus maxillaires. Voici les deux orbites, voici les fosses nasales. Ici, c'est l'os maxillaire creusé par une cavité sinusale qu'on appelle le sinus maxillaire. Troisièmement, l'anatomie descriptive. Les fosses nasales présentent 4 parois et 2 orifices. Une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi latérale, une paroi médiale et 2 orifices. Un orifice antérieur, l'orifice périforme, et un orifice postérieur, l'équane. On commence par la paroi supérieure au toit des fosses nasales. Cette paroi, elle comprend d'avant en arrière 3 segments. Un segment antérieur qui est formé par la face postérieure de l'os nasal ou l'os propre du nez, l'épine nasale de l'os frontal, un segment moyen formé par la lame criblée de l'ethmoïde, un segment postérieur, c'est la face antéro-inférieure du corps du sphénoïde. Il faut savoir que cette paroi-là, elle est en rapport avec le bulbe olfactif. Et le bulbe olfactif, il peut être touché en cas de fracture de l'étage antérieur de la base du crâne. La paroi inférieure ou plancher des fosses nasales, elle est formée par l'apophyse palatine. L'apophyse palatine, elle est constituée par le processus palatin du maxillaire dans les 2 tiers antérieurs, vous voyez en jaune, et le tiers postérieur, il est formé par la lame horizontale du palatin. La paroi médiale, elle forme la cloison des fosses nasales ou septum nasal. Elle possède un squelette osseo-cartilagineux qui est formé par en haut et en avant la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, en bas et en avant le cartilage septal, en arrière l'os vomaire. La paroi latérale, c'est une paroi complexe. Elle comprend 2 étages. Un étage supérieur, ethmoïdal, répond latéralement à la cavité orbitaire. Un étage inférieur, maxillaire, séparant la cavité nasale du sinus maxillaire. Cette paroi joue un rôle considérable dans la physiologie respiratoire et c'est la phase d'exploration la plus importante lors de la rhinoscopie. 6 os participent à la formation de la paroi latérale. On a premièrement
la face médiale de l'os maxillaire. Deuxièmement, la lame médiale du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. La lame perpendiculaire du palatin. Le labyrinthe ethmoïdal ou la masse latérale de l'os ethmoïde. L'os lacrymal et vers la fin, le cornet inférieur. De point de vue topographique, on peut distinguer à la paroi latérale trois régions. Une région antérieure, pré-turbinale, en avant des cornets. Une région moyenne, turbinale, en regard des cornets. Ces derniers délimitent avec la paroi latérale l'éméa. Une région rétro-turbinale en arrière des cornets. Il faut savoir que la région moyenne turbinale, c'est la plus importante et la plus mouvementée à cause de la présence des cornets et des méas. Les orifices. Premièrement, l'orifice antérieur ou l'orifice piriforme, commun aux deux cavités nasales, limité en haut par le bord inférieur de l'os nasal ou les os propres du nez, en bas et latéralement par le bord antérieur des deux os maxillaires. L'orifice postérieur, l'équane. Les cavités nasales s'ouvrent en arrière dans le nasopharynx par un orifice propre à chacune d'elles, appelé l'équane, limité en haut par le corps de l'os sphénoïde, en bas par le bord postérieur de la lame horizontale du palatin, médialement le bord postérieur du vomère et latéralement la lame verticale du processus ptérygoïde. La muqueuse, appelée muqueuse pituitaire, recouvre l'ensemble des parois des fosses nasales, s'étend depuis l'orifice narinaire jusqu'à la muqueuse pharyngienne. Sur le plan fonctionnel, les parois latérales et médiales sont divisées en deux zones, une zone supérieure olfactive et une zone inférieure respiratoire. La vascularisation. On va commencer par la vascularisation artérielle. Les cavités nasales sont richement vascularisées et le sang artériel il provient des deux systèmes carotidiens par trois sources. Premièrement, l'artère sphénopalatine. C'est l'artère principale des cavités nasales. C'est une branche de l'artère maxillaire, elle-même branche terminale de l'artère carotide externe. Deuxièmement, on a l'artère labiale, branche de l'artère faciale, qui est une branche collatérale de la carotide externe. Elle va donner l'artère de la sous-cloison. Troisièmement, on a les artères ethmoïdales antérieures et postérieures. Ce sont deux artères branches de l'artère ophtalmique et l'artère ophtalmique est une branche collatérale de la carotide interne. Au niveau de la partie antéro-inférieure de la cloison, à ce niveau-là, s'anastomosent les différentes branches des artères. Ils vont former une tache vasculaire qu'on appelle la zone de Kesselbach. Cette zone-là ou cette région-là, elle est très fragile. Elle peut être à l'origine d'épistaxis à répétition. Voici un schéma récapitulatif de la vascularisation artérielle des fosses nasales. Sur ce schéma-là, on voit l'artère carotide primitive, branche collatérale de la crosse de l'aorte, qui se divise en deux artères carotides, la carotide externe et la carotide interne. La carotide externe, elle va donner l'artère maxillaire, sa branche terminale, elle-même qui va donner l'artère sphénopalatine, qui est la branche terminale de l'artère maxillaire. La sphénopalatine, c'est l'artère principale des fosses nasales. Elle va vasculariser principalement la partie postéro-inférieure des fosses nasales. On voit ici également les branches nasales
qui vient de la labiale supérieure, elle-même branche de l'artère faciale. La carotide interne donne l'artère ophtalmique qui elle-même va donner les artères ethmoïdales antérieures et postérieures qui vont assurer la vascularisation de la partie supérieure et antérieure des fosses nasales. Ces différentes branches vont s'anastomoser entre eux, formant une tache vasculaire très fragile, donc risque de saignement ou épistaxis. Le drainage veineux. Les veines sont satellites des artères et se drainent vers 3 courants. Un courant supérieur, formé par les veines ethmoïdales antérieures et postérieures, qui vont être drainées par les veines ophtalmiques, eux-mêmes qui vont se terminer dans le sinus caverneux. Un deuxième courant postérieur, qui se jette dans la veine maxillaire, et elle-même, elle va se terminer dans le sinus pterygoïdien. Les veines antéro-inférieures vont être drainées par la veine faciale, voici la veine faciale, et qui se termine dans la veine jugulaire interne. Le drainage lymphatique se fait vers les nœuds rétropharyngiens, jugulaire interne profond et submandibulaire. L'innervation des fosses nasales. L'innervation des fosses nasales est double. Elle est sensorielle par les nerfs olfactifs et sensitive par les nerfs de la sensibilité générale. À cette innervation s'intègre l'innervation végétative, sympathique et parasympathique. L'innervation sensorielle, elle est assurée par les nerfs olfactifs. L'innervation sensitive, on a 2 nerfs, donc le nerf nasal, branche de l'ophtalmique de Willis, lui-même branche terminale du nerf trijumeau, donc c'est le 5A, et par le biais du nerf sphénopalatin, branche du nerf maxillaire, lui-même branche terminale du nerf trijumeau, donc c'est le 5-2. Et l'innervation végétative, sympathique et parasympathique, responsable de la sécrétion de la muqueuse des fosses nasales, elle vient du ganglion sphénopalatin. Voici un schéma récapitulatif de l'innervation des fosses nasales. L'innervation sensorielle, elle dépend du nerf olfactif. Les filets nerveux du nerf olfactif, ils traversent la lame criblée pour se terminer dans le bulbe olfactif. L'innervation sensitive, elle dépend du nerf trijumeau, la 5e paire crânienne, par le biais de 2 nerfs, le nerf ophtalmique de Willis et le nerf maxillaire. L'ophtalmique de Willis, ou le 5-1, il va assurer la sensibilité de la région antéro-supérieure, alors que le nerf maxillaire, il va assurer la sensibilité de la région postéro-inférieure. L'innervation végétative sympathique et parasympathique responsable de la sécrétion des muqueuses des fosses nasales. Donc, elle dépend du ganglion sphénopalatin, ptyrygopalatin. Le ganglion sphénopalatin, il va recevoir des afférences sympathiques et parasympathiques du nerf vidien et du plexus péricarotidien. Ces fibres, ils ont une connexion directe avec le nerf facial et le nerf glossopharyngien, qui vont être responsables des sécrétions des fosses nasales. Les sinus paranasaux, ce sont des cavités aériennes creusées dans le massif crânio-facial, recouvertes d'une muqueuse respiratoire, reliées aux fosses nasales par des orifices de drainage qui s'abouchent au niveau des méas.
On distingue le labyrinthe ethmoïdal et les sinus de la face. Le labyrinthe ethmoïdal. Le labyrinthe ethmoïdal, il est composé de cellules ethmoïdales qu'on divise en cellules ethmoïdales antérieures et moyennes qui s'ouvrent dans le méa nasal moyen. Et les cellules ethmoïdales postérieures qui s'ouvrent dans le méa nasal supérieur. Les sinus de la face, ils sont en nombre de 3. Premièrement, le sinus frontal, creusé dans l'os frontal, se draine dans le méa nasal moyen. Deuxièmement, le sinus phénoïdal, creusé dans l'os phénoïdal, dans le corps de l'os phénoïdal, s'ouvre dans le méa nasal supérieur. Le sinus maxillaire, appelé également antidygmore, est le plus volumineux des 3 sinus de la face. Il est creusé au sein du corps de l'os maxillaire. Voici le sinus maxillaire. Sa zone de projection antérieure est située au niveau de la région de la joue, entre le rebord inférieur de l'orbite, et l'arcade dentaire supérieure. Il se draine dans le méa nasal moyen. Voici un diagramme de la paroi latérale des fosses nasales. C'est un diagramme de la paroi latérale des fosses nasales avec les cornets. Cornet supérieur, cornet moyen, cornet inférieur. Et on voit les méas. Dans le méa supérieur s'ouvrent les cellules ethmoïdales postérieures et le sinus phénoïdal. Dans le méa moyen, on a dit qu'on a l'ouverture du sinus frontal, les cellules ethmoïdales antérieures et le sinus maxillaire. Et dans le méa inférieur, l'ouverture du canal lacrymonasal. La vascularisation et l'innervation. La vascularisation artérielle, elle dépend des 2 artères carotides. La carotide interne, par le biais de l'artère ophtalmique, qui va donner des branches pour le sinus phénoïdal, le labyrinthe ethmoïdal et le sinus frontal. La carotide externe par le biais de l'artère maxillaire interne qui va vasculariser le sinus maxillaire. Les veines sont satellites des artères. L'innervation, donc l'innervation sensitive des cavités sinusales, elle dépend du nerf trijumeau par le biais de ces 2 branches terminales, donc l'ophtalmique de Willis, donc le 5-1 qui va assurer la sensibilité des sinus phénoïdales, labyrinthe ethmoïdal et le sinus frontal, et le nerf maxillaire qui va assurer la sensibilité du sinus maxillaire. En conclusion, on va dire que la pathologie des cavités nasales et des sinus paranasaux, elle est très fréquente. De ce fait, la connaissance de l'anatomie est essentielle pour comprendre la pathologie ORL. Merci.